Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion du salaire. Alors, vous l'avez peut-être vu dans les deux vidéos précédentes, on a parlé de l'offre et de la demande, la concurrence entre les employés, la notion de salaire réel. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux différents types de salaires à travers l'idée de salaire minimum, salaire d'efficience qui sont proposés à travers cette problématique-là. Comment définir la relation monétaire qui unit deux agents économiques? Vous voyez, là déjà, un terme qui est très important, c'est le terme d'agent économique. Vous faites de la SES, donc de la science économique et sociale, vous faites aussi de l'histoire géo et de la philosophie. Il faut savoir que du coup, dans ces différentes matières de sciences humaines, chaque matière a son vocabulaire spécifique. Lorsque vous allez trouver le terme d'agent économique, ça va englober pour un économiste les individus, les entreprises, toutes les personnes du coup, physiques ou morales, qui sont en situation de pouvoir entretenir une relation monétaire. Pour un sociologue, on va souvent retrouver le terme d'individu ou de structure, qui vont remplacer ce terme unique d'agent. Et pour les philosophes, souvent, la plupart du temps, on va s'intéresser au terme d'humain, d'accord? L'homme. Donc on va avoir l'homme d'un côté lorsqu'on parle d'un individu. Alors, si on est en sociologie, on va avoir l'individu. Si on est en économie, on va avoir le terme d'agent économique. Et si on est en philosophie, on va retrouver le terme d'homme, d'humain. Alors, du coup, donc là, entre deux agents économiques, on va plutôt changer. On pourra avoir, vous voyez, une structure et un employé, donc un employeur, un employé. Mais on va prendre, par exemple, deux personnes morales, enfin deux personnes physiques. On va prendre, par exemple, un professeur et une personne d'un cours particulier. Salaire d'efficience. Alors, ça se trouve, vous avez déjà entendu parler, vous voyez, efficience, on retrouve la notion d'efficacité. L'idée, c'est la suivante à travers un salaire d'efficience. Pour stimuler la productivité d'un employé, peut-être qu'un employeur, un meilleur compte, a fixé un salaire plus élevé que le salaire auquel il était prêt à payer l'employé au départ. C'est-à-dire qu'imaginez du coup, DigiSchool se dit, bon ben voilà, Monsieur Chagnard, il est présent dans nos locaux, on aimerait bien qu'il arrive à faire 200 vidéos en à peu près 2 mois, eh bien on va peut-être augmenter son salaire par rapport aux autres professeurs pour qu'il puisse avoir le temps d'améliorer sa productivité. Donc dans ce cas, du coup, on va se dire qu'en payant plus cher, en payant plus cher Monsieur Chagnard, il va être peut-être plus efficace dans son travail. C'est la notion de salaire d'efficience. Sauf que, bien évidemment, vous voyez, on touche déjà aux limites de cette première notion. Qu'est-ce qui advient, par exemple, quelles sont les garanties dont dispose l'employeur pour savoir si M. Chagnard va être plus efficace en étant mieux payé? Quasiment aucune. C'est donc un risque. Et c'est pour ça souvent que dans les contrats de travail, des fois les salaires sont augmentés d'un premier lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une période de contrat, dans le contrat de travail, une période d'essai, ce qu'on appelle, qui peut durer 6 mois si vous avez un contrat à durée indéterminée, et en fait durant laquelle l'entreprise a le temps de se rendre compte ou non de la productivité. Vous voyez que finalement, vous verrez ça dans ce chapitre, n'oubliez jamais à l'idée selon laquelle il y a en permanence des ajustements. D'accord? Alors, après on parle du coup de coût salarial unitaire, c'est combien coûte un employé à une entreprise. Par exemple, on va dire que du coup, si j'étais salarié, quand je suis salarié dans telle entreprise, l'entreprise paye à la fois des charges patronales plus des cotisations. Et en fait, par exemple, une personne qui est engagée, on va dire au SMIC, qui va elle récupérer 7,53 € net, donc ce qui correspond à ce qu'elle va pouvoir consommer, ce qu'elle va pouvoir dépenser grâce à cet argent, pour l'entreprise, cet employeur aura peut-être coûté le double, voire le triple dans certains cas. Donc c'est ça, le coût salarial unitaire. Et là, vous devez faire le lien entre les disparités qu'il existe, par exemple, dans l'industrie du textile, entre des ouvriers allemands en coût salarial unitaire et des ouvriers, par exemple, bangladais. Et enfin, le salaire minimum. Alors ça, du coup, ce n'est pas valable dans tous les pays. C'est un salaire, c'est un niveau de salaire minimum qui doit être versé aux employés, de la part des employeurs. C'est-à-dire que, par exemple, dans certains États, comme l'État français, on a fixé un salaire. Normalement, s'il y a un contrat de travail, donc un emploi du coup qui est justifié par le fait que deux agents économiques entretiennent une relation monétaire qui est institutionnalisée, donc qui dépend de l'État à travers le contrat de travail, qui est reconnu au niveau étatique, qui n'est pas donc du travail d'économie souterraine, le travail au black par exemple. Le salaire minimum, c'est le fait que du coup l'employeur ne peut pas rémunérer l'employé, donc du coup le demandeur ne peut pas donner à l'offreur un salaire inférieur à un certain niveau. En France, par exemple, du coup, une entreprise ne peut pas payer une personne en dessous de 7,53 €, il me semble. Voilà, 7,50 € environ, le SMIC,
du coup une personne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt chez DigiSchool.